Rebonjour tout le monde. Puisque j'ai oublié de lancer l'enregistrement lors de notre séance synchrone, je vais vous enregistrer le contenu de ce que nous avons discuté. Je vais essayer de ne rien oublier. Et si j'oublie quelque chose, vous me rappelez la prochaine séance pour le réexpliquer et l'enregistrer pour la prochaine séance si vous voulez. Donc, bienvenue encore une fois pour la première séance et je vais commencer ma présentation par le plan prévu pour cette séance. Je vais commencer par une présentation de la fiche module et des objectifs pédagogiques de ce module-là. Je présenterai ensuite l'organisation des séances d'enseignement du module gestion de la maintenance industrielle et on entrera par la suite au corps de la séance qui porte sur l'introduction à la gestion de la maintenance industrielle, plus précisément sur la présentation des concepts de base et des enjeux de la maintenance industrielle. Je finirai la séance par la formation des groupes pour les éventuelles présentations que vous allez avoir au cours des différentes séances. Pour la fiche module et les objectifs pédagogiques, à la fin de ce module, vous serez capable surtout de connaître et définir les termes principaux en relation avec le monde de la gestion de la maintenance. Vous serez aussi capable d'identifier les différents types et les différentes opérations de la gestion de la maintenance. Vous allez faire la différence entre le terme défaillance et le terme panne. Ce sera pour cette séance, cette compétence, vous allez acquérir cette compétence pendant cette séance, au début même de la séance. Et puis, on passera à quelques outils de management de la maintenance, à savoir l'analyse Pareto pour l'analyse quantitative des défaillances. On va voir des notions de base sur les études AMDEC et l'analyse par arbre de défaillance. Vous aurez aussi quelques notions de base pour le calcul des coûts de maintenance. Ce sera les équations utilisées, les méthodes adoptées. Vous aurez des études de cas pour ça aussi. Vous aurez une ou deux séances sur les indicateurs principaux de la gestion de la maintenance, les indicateurs d'évaluation des performances d'un service maintenance au sein d'une entreprise, à savoir la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité des équipements. Nous aurons une séance sur une notion appelée le Total Productive Maintenance. C'est la maintenance productive totale qui est une initiative basée sur des piliers et qui est très à la mode, qui est très utilisée par les entreprises qui ont une activité qui cherche l'excellence, qui cherche l'amélioration continue pour l'appliquer dans l'entreprise. On va voir 3 heures normalement sur la logique ou l'initiative TPM. Quant au mode de l'évaluation, ce sera comme la majorité des modules, vous aurez 2 notes, une note d'examen écrit à la fin du module, ce sera normalement en janvier puisque le module est de 30 heures, et vous aurez 40% de la note finale à travers les exposés. Vous aurez des exposés à présenter et la note sera attribuée dépendamment de la qualité de la présentation, la pertinence des informations fournies et surtout la discussion, que ce soit vous êtes l'étudiant qui expose ou un étudiant qui interagit par rapport aux présentations de ses camarades. Donc, ce sera aussi noté et vous aurez à la fin ou au début des séances, ça dépend de la séance, vous aurez quelques QCM ou des tests, des exercices d'évaluation des compétences qu'on a déjà acquises pendant les séances précédentes. Donc, les 40% de contrôle continu sont ou bien une note sur la présentation et l'interaction avec les présentations de vos camarades, et les travaux à distanciel, bien sûr, ce seraient les travaux présentiels ne seront pas comptabilisés comme la direction des études vous a informé. Donc, les travaux que vous allez avoir pendant les séances à distance seront notés, que ce soit des QCM ou des exercices ordinaires normaux. Pour le contenu détaillé, vous
pouvez le consulter sur la fiche module déjà partagée sur votre Classroom. Vous avez ici les détails des différents contenus que vous allez avoir au cours des séances. Le contenu peut être donné pendant une séance, pendant 2 séances, 2 contenus peuvent être donnés dans la même séance, ça va dépendre de l'évolution du cours. Les durées ici sont données à titre indicatif puisque les séances ne seront pas toutes distancielles ni les durées affichées dans la colonne à droite, ce sont à titre indicatif. Donc, on ne va pas forcément respecter ces durées. Commençons maintenant la première partie de notre cours qui concerne les concepts de base et les enjeux de la maintenance industrielle. Cette partie va probablement faire l'objet de 2 séances, pour la séance de cette semaine et probablement la séance de la semaine prochaine aussi. L'organisation de cette séance sera, comme je vous ai dit, le deuxième point à traiter, c'est l'organisation des séances. Vous aurez 30 heures. A priori, vous aurez une alternance entre les séances, une séance présentielle et une séance distancielle, mais on peut très bien avoir 2 séances successives présentielles et inversement. On va s'aligner avec ce que l'administration vous propose pour l'emploi du temps. Ne vous en faites pas, les objectifs seront atteints quel que soit l'ordre ou quelle que soit la nature de la séance. Donc, vous aurez normalement 10 séances de 3 heures, ou bien 3 heures présentielles, ou bien 3 heures réparties entre 1h30 en synchrone et 1h30 en asynchrone. Pour la partie du cours maintenant, ça va être principalement axé sur la réponse de 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que la maintenance industrielle? C'est-à-dire, qu'est-ce que la maintenance industrielle? Ça englobe les missions, la fonction, les intervenants, les agents qualifiés pour intervenir dans le service maintenance. Et la deuxième question, c'est une réponse entre ce qu'on appelle défaillance. Qu'est-ce qu'on appelle défaillance? On va juste donner la définition et on va laisser la partie analyse de défaillance pour les semaines à venir. Donc, on va répondre aussi à la question qu'est-ce qu'une défaillance et on va finir la séance par un exemple de communication au sein d'un service maintenance. Je vais présenter la circulation de l'information en relation avec la maintenance dans un service, dans un cas particulier de service maintenance. Les types et les opérations de maintenance vous seront donnés comme travail en asynchrone. Vous allez trouver le travail en asynchrone sur votre classroom et à la fin de la présentation, je vais vous donner une idée sur le travail demandé. On va former aussi, comme je vous ai dit, les groupes pour les éventuelles présentations. Alors, nous avons utilisé Mentimeter. Vous avez interagi pour répondre principalement à 2 questions. Qu'est-ce qu'on appelle maintenance industrielle et qu'est-ce que la défaillance? Le résumé de ce que nous avons dit est le suivant. Vous avez aussi contribué à l'élaboration de cette définition-là. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré, mais vous avez déjà acquis les compétences, donc l'objectif, il est déjà atteint. Ce qu'on a retenu pour la définition de maintenance, c'est principalement ce qui est écrit en gras. Donc, la maintenance industrielle en particulier, c'est un ensemble d'activités qui peuvent être techniques ou pas, techniques ou de management, qui visent à ou bien maintenir un bon fonctionnement, ou bien rétablir un bon fonctionnement après perte de ce qu'on appelle la fonction requise. Donc, toutes les expressions sont nouvelles, donc je vais essayer de vous définir tout ce que je viens d'évoquer, tous les termes que je viens d'évoquer. Alors, la maintenance industrielle, c'est un ensemble d'activités techniques ou pas. Donc, je peux avoir une planification de maintenance, je peux avoir une préparation des activités par achat de pièces de rechange ou autres. Je peux prévoir le personnel, prévisionner le personnel de maintenance. Ce sont des préparations appelées des opérations de management de la maintenance. Ouais, elle a des interventions techniques
qui se font directement sur les équipements. C'est ce qu'on appelle, nous tous, la maintenance, l'exécution des opérations de maintenance. Donc, c'est un ensemble d'activités techniques ou de management sur des équipements. Qu'est-ce qu'on a appelé équipement? L'équipement, c'est un cas général de tout ce qui est utilisé, tout le matériel utilisé dans l'entreprise. Une machine, c'est un équipement. Un tronçon de machine, c'est un équipement. Et une ligne de production, c'est un équipement. L'atelier est un équipement. Donc, l'équipement, c'est un terme général utilisé pour considérer tout matériel technique. Si on veut parler de façon générale, on va adopter le terme équipement et non pas machine ou chaîne de production. Machine, c'est lié à une fonction bien déterminée, juste entre parenthèses. Dorénavant, vous allez utiliser donc le terme équipement pour parler du matériel à l'intérieur d'un atelier ou d'une chaîne de production. Donc, ensemble d'activités techniques et stratégiques et de management qui visent à ou bien maintenir le bon fonctionnement d'un équipement ou bien le rétablir. Si on parle de maintien d'un bon fonctionnement, on parle d'une maintenance préventive, c'est-à-dire elle a lieu avant défaillance ou avant panne. Si on parle de rétablir un bon fonctionnement, on parle d'une maintenance corrective qui a lieu après défaillance ou après perte de fonction. Et on arrive ici à la définition de fonction requise et défaillance. La fonction requise, c'est la raison pour laquelle j'ai acquis cet équipement. La fonction requise d'un équipement, c'est la raison pour laquelle j'ai acquis cet équipement. J'ai acheté un équipement pour produire 50 pièces de deuxième choix. Si cet équipement ne produit pas le premier choix, il n'est pas défaillant. Il a rempli sa fonction requise. D'accord? Donc, la fonction requise, c'est la raison d'acquérir l'équipement, la machine ou la ligne de production. La défaillance maintenant. La défaillance, vous avez proposé une définition qui est la cessation du bien ou de l'équipement d'accomplir sa fonction requise. Cette altération ou cette cessation, ça peut être lié à un plan technique, un plan le bon déroulement de la production, ou ça peut être lié aussi à la sécurité. Je m'explique. Si vous avez besoin que la ligne de production vous fournisse 500 pièces par jour, 500 bonnes pièces par jour. Si la ligne de production produit 500 pièces, dont 100 pièces défectueuses, elle est défaillante. Si elle produit 500 bonnes pièces et elle cause un accident mortel ou pas pour un employé, elle est défaillante. Si elle fonctionne sans risque d'accident, elle produit 500 bonnes pièces, mais elle consomme plus d'énergie que l'état normal, elle est défaillante. Si la ligne de production ne fonctionne plus, elle est défaillante et elle est en particulier en panne. Donc, la panne, c'est un cas particulier de défaillance qui engendre l'arrêt complet du système de production. Dorénavant, on parlera de défaillance dans le cas général et non pas de panne. La panne, c'est un cas particulier de défaillance. Lorsqu'un système ou un équipement est en panne, il est forcément défaillant. Si un système de production, un équipement, une machine ou une ligne de production est défaillante, elle n'est pas forcément en panne. D'accord. Donc, une dernière fois, c'est la maintenance industrielle, c'est l'ensemble des activités techniques ou de management qui visent à maintenir ou rétablir un équipement dans un état de bon fonctionnement pour assurer la fonction requise. Je vais revenir rapidement pourquoi j'insiste sur le terme industriel pour maintenance industrielle. En fait, dans le cas général, les activités de maintenance sont définies par ce qu'on appelle le parc matériel. Les opérations de maintenance sont définies par ce qu'on appelle le parc matériel. Qu'est-ce qu'un parc matériel? C'est l'ensemble des équipements qui font partie
de l'intérêt du service maintenance. On prend par exemple une entreprise industrielle de métallurgie. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme parc matériel dans une industrie métallurgique? On peut trouver le matériel de production, les fours et autres. On peut trouver un matériel appelé périphérique à la production, c'est-à-dire un matériel qui participe à la production, mais qui n'est pas, qui n'a pas de valeur ajoutée directe sur la fonction principale de l'entreprise. Comme par exemple les systèmes de transport, les quais de transport, voilà, les tapis de transport. Dans l'entreprise de production métallurgique, si on a des tapis de transport, bien sûr. Et on a ce qu'on appelle l'infrastructure, comme les installations de chauffage et de climatisation, comme les installations sanitaires. Donc, le parc matériel de l'entreprise industrielle ou autre, il est formé par un matériel de production, matériel périphérique à la production et l'infrastructure ou installation. Comment on fait la différence entre matériel de production et matériel périphérique à la production? Maintenant, ça dépend de la fonction principale de l'entreprise. La première chose à faire, c'est de définir la fonction principale de l'entreprise, les équipements qui participent à la réalisation, à la valeur ajoutée par rapport à la fonction principale, c'est un matériel de production. Si ce matériel participe à la production, mais pas directement sur la fonction principale, c'est un matériel périphérique à la production. Pour l'infrastructure, c'est tout ce qui n'est pas un matériel de production, sont principalement les installations de climatisation, de chauffage, d'éclairage aussi, les chaussées, tout ce qui est logistique, entre guillemets, par rapport à la production. Donc, le parc matériel, ça définit la nature de la maintenance, les activités du service maintenance. Si on parle, par exemple, d'un hôpital ou d'une clinique, les équipements de production sont les équipements liés directement au staff médical. Ce sont les équipements de la salle d'opération, euh, les, euh, les appareils utilisés pour les mesures de tension ou autres. Ce sont les appareils médicaux, dans le cas général, ce sont les équipements médicaux. La maintenance de ces équipements médicaux, c'est un type spécifique de maintenance qui n'est pas du tout la maintenance industrielle. Ça s'appelle par exemple la matériovigilance. Et cette fonction, elle est assurée dans les hôpitaux et dans les cliniques, théoriquement bien sûr, elle est assurée par un médecin généraliste qui se spécialise dans la maintenance, dans la matériovigilance. Donc, elle doit être assurée déjà par un médecin. Donc, c'est un type très particulier de maintenance. Ce n'est pas la maintenance industrielle. Si on prend un deuxième exemple sur la maintenance informatique, les agents qui font la maintenance des ordinateurs et des équipements informatiques ne sont pas les mêmes que ceux qui font la maintenance dans les industries des automobiles, par exemple. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois de dire la maintenance industrielle pour préciser que ce que nous allons voir, pour ce module, nous allons voir les outils et les techniques liées à la maintenance dans le domaine industriel, c'est-à-dire là où on a une chaîne de production, une ligne de production. À la limite, on peut prendre en considération des entreprises de services pour maintenir les installations de climatisation d'un hôtel, les installations dans le cas général sanitaire ou autre pour un hôpital ou autre. Donc, ce que nous allons voir, ce sont des outils, des moyens, des techniques pour la gestion de la maintenance dans les industries, dans les systèmes industriels et à la limite dans les systèmes de services pour les équipements d'infrastructures ou d'installations de chauffage, climatisation et les installations sanitaires. Voilà, donc on a discuté le parc matériel qui est l'objectif de la gestion et de l'optimisation du service maintenance dans l'entreprise. Comment le service maintenance va agir sur le parc matériel? En fait, il a principalement trois missions. Il faut voir qu'il y a d'autres activités attribuées aux agents du service maintenance, mais principalement les interventions du service, des agents du service maintenance sont liées à trois plans. Le plan technique, le plan économique et le plan sociétal ou social. Sur le plan technique, l'objectif principal est d'améliorer ce qu'on appelle les indicateurs de performance liés à la production.
liés à l'état des équipements. Les deux indicateurs les plus utilisés pour l'évaluation des performances des équipements sont la disponibilité qui est écrite devant vous et ce qu'on appelle la fiabilité. Je vais vous présenter la différence entre disponibilité et fiabilité. Déjà, c'est quoi la disponibilité? L'exemple qu'on a évoqué pendant le cours, c'est le suivant. Imaginez que vous avez besoin de votre voiture lundi à 8 heures. Si vous trouvez la voiture en bon fonctionnement lundi à 8 heures, vous dites que cette voiture est disponible. Si elle tombe en panne à 8h30, elle est quand même disponible. Un deuxième exemple, vous avez besoin de votre voiture lundi de 8h à 12h. Si la voiture est en bon fonctionnement et elle est présente, elle est disponible à 8h, si elle continue à être en bon fonctionnement jusqu'à midi, elle est fiable. Donc, la fiabilité, c'est l'intégrale de la disponibilité dans le temps. Ou bien encore, la disponibilité, c'est une fiabilité ponctuelle. La fiabilité, c'est le paramètre, c'est le KPI, c'est l'indicateur de performance le plus utilisé pour évaluer les performances du service maintenance et la qualité et les performances des équipements qui font partie du service, du centre d'intérêt du service maintenance. Donc voilà, le premier but sur le plan technique des interventions de la maintenance, c'est d'assurer ou d'améliorer la disponibilité et la fiabilité et par la suite les performances des équipements dans l'atelier de production. Le deuxième objectif technique du service maintenance, c'est d'accroître ce qu'on appelle la durée de vie des équipements. La durée de vie des équipements, c'est la période qui sépare le premier moment de l'équipement de la période qu'on appelle généralement le déclassement de l'équipement. Je vous explique qu'est-ce que je veux dire par déclassement. Je vais revenir au premier moment. Le déclassement d'un équipement, c'est le fait de considérer que, ou la situation où l'équipement ne fait plus partie de la responsabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait sortir l'équipement complètement de l'entreprise. On l'a vendu, on l'a offert, on fait ce qu'on veut. L'essentiel que l'équipement n'appartient plus au parc matériel de l'entreprise. Ça, c'est le moment de déclassement et c'est un moment très important parce que dans le cas général, le déclassement, ça engendre des coûts. Imaginez, les équipements industriels ne sont pas des équipements légers, ce sont des équipements très lourds et parfois même à part le poids, il y a la difficulté de surtout pour les matériaux qui sont fabriqués dans les années 70. Il y a des matériaux nocifs qui ont été utilisés pour fabriquer des machines. Donc, se débarrasser d'un matériau nocif, ça doit obéir à des règles, à des lois, et ça peut engendrer des taxes ou des coûts supplémentaires. Ça, en ce qui concerne la fin de la durée de vie des équipements. Pour le début de la durée de vie, pour l'entreprise, le début en tant qu'entreprise, le début de la durée de vie de l'équipement, c'est le premier moment de sa mise en route, de son fonctionnement. Donc, la mise en route pour la première fois, le premier fonctionnement, c'est le début de la durée de vie de l'équipement pour moi en tant qu'entreprise. Maintenant, il y a des entreprises qui prennent en considération même les étapes de conception et de fabrication. Ça sera mieux, bien sûr, même pour le service maintenance, d'avoir une idée sur l'historique de construction, de conception même de l'équipement. Mais dans le cas général, le moment de la mise en route de l'équipement, c'est le début de la durée de vie des équipements. L'objectif du service technique de la maintenance en particulier, c'est d'accroître ce qu'on appelle la durée de vie opérationnelle, c'est-à-dire la période où l'équipement, il est en plein fonctionnement et on exploite au maximum cet équipement dans l'entreprise. On va voir que cette durée de vie opérationnelle, on peut l'appeler la maturité. On va voir ça par la suite. Voilà en ce qui concerne le plan technique. Sur le plan économique maintenant, l'objectif principal, c'est de réduire les coûts de défaillance et par la suite les coûts de maintenance.
Toutes les autres composantes, tous les autres objectifs, ce sera une conséquence de cette diminution des coûts. Deuxième objectif ici, minimiser le durée. Ça va engendrer forcément la minimisation des coûts. Maintenant, comment on calcule le coût d'une défaillance? Vous avez répondu à cette question en disant qu'il y a deux types de coûts. Il y a ce qu'on appelle les coûts directs de maintenance et il y a les coûts indirects de maintenance ou de défaillance. Ça revient au même. Les coûts directs de défaillance, ça englobe le coût des pièces de rechange, la main-d'œuvre maintenance et si on a des équipements ou des contrats de sous-traitance qu'on va utiliser. Donc, on a les coûts directs qui peuvent être calculés exactement. Donc, on peut calculer un coût direct de défaillance et avoir une valeur exacte de ce coût-là. Deuxième type de coûts, ce sont les coûts indirects et qui sont liés à, par exemple, puisqu'on a un arrêt de production, donc on aura probablement des indemnités à payer pour des retards de livraison. On peut avoir une perte de marché, perte de confiance des clients si on a un retard de livraison aussi. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le manque à gagner. Le manque à gagner, c'est une traduction chiffrée de ce que nous aurons pu gagner si la production n'était pas arrêtée. Et ces coûts indirects, c'est la somme de tout ça. Il y a d'autres formules de calcul de coûts, mais c'est un exemple de calcul de coûts indirects. Ces coûts indirects ne sont pas calculés, mais sont plutôt estimés. Donc, on ne peut pas avoir une valeur exacte de ces coûts-là, mais il y a des formules, il y a des équations pour l'estimation des coûts indirects. Le coût d'une défaillance, c'est la somme de ces deux coûts. Pour le cas particulier des interventions préventives, on n'a pas généralement de coûts indirects parce qu'il y a deux situations, ou bien on n'arrête pas la production, ou bien on arrête la production, mais au moment voulu. Donc, on planifie les arrêts, on n'aura pas dans ce cas des indemnités, on n'aura pas de risque d'arrêt de production non volontaire, non volontiers, etc. Non voulu. Sur le plan social maintenant, l'objectif principal, c'est de minimiser les risques d'accident. C'est l'objectif final de toute activité, l'objectif sociétal final de toute activité du service maintenance. Maintenant, comment on va réduire les risques d'accident? On va valoriser le travail en équipe, on va améliorer la qualité des interventions, on va augmenter le nombre des initiatives, on va anticiper les défaillances, on va éviter ce qu'on appelle les événements fortuits, les défaillances des défaillances qui ont déjà eu lieu. Quant à un événement fortuit, pour le service maintenance, bien sûr, un événement fortuit, c'est une défaillance qui nécessite une maintenance corrective. La maintenance corrective est à caractère aléatoire ou à caractère fortuit. Les arrêts non planifiés peuvent causer des accidents. Par exemple, vous pouvez imaginer un équipement qui a un composant rotatif et on a une défaillance de coupure de courant brusque. Donc, le mouvement de rotation, si c'est arrêté un peu, vous connaissez ça plus que moi, vous êtes des électromécaniciens, un arrêt brusque d'un organe rotatif peut engendrer des accidents mortels. Un accident mortel peut être causé par une coupure de courant et vous avez un intervenant à côté d'un équipement rotatif, par exemple. Donc, sur le plan sociétal, une bonne maintenance technique peut améliorer les conditions de travail et minimiser les accidents. Pour ce qui est valorisation de la nature de travail et le travail en équipe, je vous ai présenté au début, lorsque je vous ai présenté le plan du cours, on a parlé de l'ATPM. La revalorisation de la nature de travail, c'est exactement l'objectif de l'ATPM. On va voir ça en détail, mais le travail en équipe et l'amélioration de la qualité du travail et de l'environnement de travail, l'ambiance de travail, ça fait partie des piliers de la TPM. Vous allez voir ça en détail lorsque vous allez avoir la TPM, l'initiative TPM. Pour les fonctions du service maintenance, on peut les regrouper en 3 fonctions principales. La fonction triviale que tout le monde connaît, c'est la fonction réalisation.
c'est l'exécution des interventions correctives et préventives et la préparation des retours d'expérience ou des plans d'intervention. Qui va exécuter cette réalisation? Ce sont les techniciens ou les ouvriers. Ce sont les intervenants, on va voir par la suite, ce sont les intervenants qui ont un contact direct avec les machines, avec les équipements. Pour arriver à l'étape de réalisation, il y a tout un travail à faire de préparation. Ça peut être quoi ce travail-là? La première étape du travail pour le service maintenance, elle est assurée par la fonction appelée étude des méthodes, ou c'est appelé parfois bureau de méthode. La fonction principale de l'intervenant dans la fonction bureau de méthode ou étude des méthodes, c'est l'analyse de travail et surtout la préparation de travaux. La préparation du planning, la préparation des fiches d'intervention, l'estimation de la qualification et nombre de personnes qui vont travailler au sein du service. Il va prendre aussi la décision, est-ce qu'on va avoir un stock de pièces de rechange ou pas. Il va décider par rapport aux fournisseurs. D'accord? Donc, la fonction étude des méthodes, ça forme les décisions stratégiques liées à la maintenance, au service maintenance dans le cas général. Les décisions prises par le responsable de la fonction étude des méthodes vont être transmises au responsable lors de lancement. Parfois, on a le même responsable, mais ici, on parle de fonction. Donc, les décisions prises au niveau stratégique par le bureau de méthode ou étude des méthodes vont être affinées par l'ordonnancement. La fonction principale de l'ordonnancement, c'est ce qu'on appelle la prévision des charges, c'est-à-dire on va calculer, par exemple, on aura besoin de combien d'heures d'intervention pour la réalisation pour la semaine prochaine. La planification, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va exécuter ces opérations. Qui va exécuter l'opération? L'ordonnancement peut aussi décider la priorité des interventions. Imaginez que vous avez 2 intervenants et 3 interventions. Donc, quelle est l'intervention qui va être reportée? L'ordonnancement va aussi décider les affectations, c'est-à-dire les qui fait quoi entre opération et intervention et intervenant, etc. C'est en gros la gestion des moyens logistiques de la fonction maintenance. Une fois l'ordonnancement a préparé tout ça, il va donner les ordres de travail pour la réalisation qui vont exécuter l'intervention. Chaque fonction doit être assurée par un intervenant qui a des compétences bien particulières. Et ça nous mène à parler de ce qu'on appelle les agents ou le personnel de la fonction maintenance. On peut répartir les qualifications recommandées pour le service maintenance en 3 catégories. L'agent de maintenance que nous appelons couramment le technicien ou l'ouvrier, le technicien d'intervention qu'on appelle souvent l'ingénieur maintenance, et le technicien de méthode qui peut être par exemple le directeur technique avec le langage qu'on utilise tous. Les compétences qui doivent exister pour un agent de maintenance qui va exécuter les interventions sont principalement des compétences techniques. Pour le technicien d'intervention, en plus bien sûr des compétences techniques, il doit disposer de connaissances théoriques, il doit disposer de compétences qui lui permettent de prendre les décisions. Par exemple, si on a sur une chaîne de production, on a un équipement qui est en mauvais fonctionnement, qui est en dysfonctionnement, c'est-à-dire, par exemple, il produit ce qu'on lui demande, mais il fait du bruit, il y a un bruit étrange, il y a un dégagement de fumée noire. Le technicien d'intervention peut prendre la décision de garder la production et voir la défaillance par la suite. Par contre, le technicien l'agent de maintenance ou l'intervenant, l'exécuteur ne peut pas prendre cette décision. Le technicien, il peut prendre des décisions. Il peut définir les priorités des interventions.
c'est l'agent qui est chargé de la fonction ordonnancement ici. Donc, il a les compétences techniques et en même temps, il a les compétences théoriques pour prendre des décisions, pour coordonner les interventions et surtout pour optimiser la production. Le troisième type d'intervenant a les compétences techniques, a les compétences de management et a le pouvoir financier. Il a la possibilité de décider par rapport, par exemple, aux achats des pièces de rechange. Il peut décider de recruter ou pas un ingénieur maintenance, un technicien d'intervention. Il peut augmenter le nombre des exécuteurs ou inversement les licencier certains parce qu'on n'a plus besoin de ça. Donc, c'est comme vous voyez ici, c'est plus un gestionnaire qu'un technicien. Il est en relation directe avec les ressources financières du service maintenance. Pour le technicien d'intervention, ici, il n'a aucune relation avec le service financier. Donc, il a une mission de management et une mission de technicité, contrairement au technicien de méthode qui doit prendre des décisions, entre autres des décisions liées à l'argent, aux ressources financières. En plus de ces fonctions qui sont assurées par l'agent de maintenance, technicien d'intervention et technicien de méthode, le service maintenance, il peut assurer des services de recherche des améliorations pour les performances des équipements. Il peut avoir la mission d'installer le nouveau matériel, bien que dans le cas général, c'est le fournisseur qui offre le service installation, mais l'entreprise peut avoir la mission d'installer son matériel si on a un nouvel équipement installé. Le service maintenance peut aussi concevoir des fiches d'intervention. Il peut préparer le planning d'intervention. Il peut gérer les approvisionnements des pièces de rechange en particulier et, dans le cas général, travailler ou définir la stratégie de maintenance. Et surtout, la mission finale, c'est l'analyse des coûts de la maintenance qui est assurée principalement par le technicien de méthode qui peut intervenir sur les ressources financières. La dernière partie de cette présentation pour cette séance sera réservée pour présenter un exemple de circulation du flux informationnel au sein du service maintenance. J'insiste sur le mot exemple parce que chaque entreprise a son propre système informationnel pour la gestion de la maintenance ou autre. Donc, c'est un exemple comment ça peut se passer la communication au sein d'un service maintenance. Donc, vous avez ici en bas les acronymes des différents, les définitions des différents acronymes qui sont présentés ici. Par exemple, DA pour dire demande d'approvision, IOT pour dire ordre de travail. De même pour le bon de sortie magasin et autres. La première remarque ici, c'est qu'on a deux services séparés. On a un service production et un service maintenance. Il y a des entreprises qui n'ont pas de services séparés de production et de maintenance, mais plutôt un même service technique qui englobe les deux fonctions. Et c'est dans la logique TPM que vous allez voir dans quelques semaines. Pour l'exemple qu'on a devant nous, le début de la circulation de l'information, c'est au moment où la machine ou l'équipement est une défaillance. Lorsque la machine subit une défaillance, panne ou autre, vous voyez ici qu'il y a une communication ou une concertation entre le service production, c'est-à-dire l'agent de production normalement qui travaille sur la machine, et le responsable ordonnancement. L'agent de production va émettre une demande de travail. Il va demander une intervention parce que la machine a eu une défaillance. L'ordonnancement va recevoir la fonction ordonnancement, le responsable de la fonction ordonnancement va recevoir cette demande de travail et il va la transmettre à la fonction responsable de la fonction bureau de méthode.
Le responsable bureau de méthode va, d'une part, envoyer un bon de travail, c'est-à-dire une permission de travail pour le service ordonnancement, et en même temps, il va envoyer ce qu'on peut appeler un dossier de préparation, qui peut être un dossier technique ou autre, pour la fonction ou le responsable de la réalisation, le chef de l'équipe réalisation, disons. Les dossiers de préparation peuvent contenir une fiche, peuvent contenir le dossier technique, peuvent contenir des données historiques sur l'équipement, etc. Donc, on revient, le bureau de méthode rend un bon de travail pour le responsable de la fonction ordonnancement. Le responsable de la fonction ordonnancement va analyser ce bon de travail et va, en cas de besoin, demander un approvisionnement de pièces de rechange auprès du magasin. Et il va donner ou lancer un ordre de travail pour la réalisation. Donc, jusqu'à présent, la réalisation a reçu le dossier de préparation et l'ordre de travail. Et le magasin a reçu une demande d'approvisionnement pièces de rechange. Le magasin va préparer cette pièce de rechange, elle va le prendre, ça va être prise du stock si la pièce existe en stock, sinon le magasin va lancer une procédure d'approvisionnement de la pièce et il va lancer un bon de sortie magasin pour la réalisation. Une fois le responsable de la réalisation reçoit l'ordre de travail, le dossier de préparation et la pièce de rechange, les autres sont des documents, il va commencer, il peut intervenir, se déplacer pour intervenir. Il va prendre son temps, effectuer les opérations techniques nécessaires à l'exécution, puis il va rendre un rapport d'intervention. Il va la rendre à la réalisation. Et ce rapport d'intervention va être transmis sous forme d'un bon de travail. Vous vous rappelez ici, on a un bon de travail qui a été lancé pour l'ordonnancement, qui est transformé en ordre de travail pour la réalisation et va être ramené sous forme d'un bon de travail complété à partir du rapport d'intervention vers le bureau de méthode. Si tout va bien et l'intervention a été effectuée avec succès, ce bon de travail complété va être archivé. Sinon, le bureau de méthode va analyser pourquoi cette intervention n'a pas été réussie et il va relancer le banc de travail et le circuit va être refait de nouveau. La remarque que je vais évoquer maintenant, c'est que les documents, demandes de travail émises et transmises, les bancs de travail envoyés par le bureau de méthode et l'ordre de travail donné par l'ordonnancement vers la réalisation peuvent être un même document, mais ce sont les informations contenues dans ce document et l'état du document qui diffèrent. Généralement, on a une fiche d'intervention et dépendamment de l'état de cette fiche-là, elle est appelée ou bien demande ou à la bon ou bien ordre de travail. Si la demande, elle n'est pas planifiée, elle est brute, c'est une demande de travail. Si cette demande est planifiée, donc elle aura le statut de planifiée, elle se transforme en bon de travail. Si elle est en cours d'exécution, elle se transforme en un ordre de travail. On a toujours tendance à minimiser le nombre de documents au sein d'une entreprise. L'idéal que ce soit informatisé. Vous avez vu la partie du système d'information pour le module supply chain, je suppose. Donc voilà la dernière partie pour cette séance sur l'exemple de la circulation du flux informationnel au sein du service maintenance. Vous allez trouver juste après, vous avez déjà trouvé après la séance le travail asynchrone, vous allez effectuer une recherche bibliographique sur les types de maintenance. Donc, vous allez voir que vous avez principalement 3 types de maintenance et les opérations de la maintenance et vous allez me proposer un exemple de chaque type, au moins un exemple de chaque type et de chaque opération. Je vais arrêter tout de suite l'enregistrement et on va passer
à la formation des équipes ou des groupes qui vont travailler sur les présentations à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.